Le chef de l'État, Alassane Ouattara, a eu un entretien avec le DG de la FAO et le DG de l'Organisation mondiale de la santé animale. Sur la table, l'intensification de la production de riz en Côte d'Ivoire et l'analyse de la conformité du pays aux normes internationales en ce qui concerne le développement des productions animales et halieutiques. L'expérience marocaine en matière de promotion des investissements agricoles mise en lumière à Abidjan lors du Sahara 2015, certaines grandes réalisations accomplies par le Royaume dans le cadre Plan Maroc vert sont passées en revue. Et puis le président kenyan décrète 3 jours de deuil national en mémoire aux 148 morts de l'attaque de l'université de Garissa. Uhuru Kenyatta a promis aujourd'hui que le Kenya ne plierait pas et qu'il répondrait le plus sévèrement possible à l'attaque. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Le président Ouattara s'est entretenu avec le directeur général de la FAO et le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé animale. Ils ont échangé respectivement sur les programmes qui sont en train d'être mis en œuvre avec le ministère de l'Agriculture et le ministère des Ressources animales et halieutiques, sans oublier la conférence internationale qui vient de se tenir à Abidjan sur l'éradication de la peste des petits ruminants. Le reportage de Viviane Haïm. Le gouvernement ivoirien a tout le soutien de la FAO, le Fonds des Nations Unies pour l'alimentation. Le directeur général, José Graciano da Silva, a discuté avec le président de la République, Alassane Ouattara, des programmes que la FAO est en train de mettre en œuvre avec le ministère de l'Agriculture ainsi qu'avec celui de la production animale et des ressources halieutiques. Nous avons discuté de la production de riz que nous voulons vraiment intensifier et également de l'éradication de la peste des petits ruminants comme décidé pendant la conférence qui s'est tenue ici ces derniers jours. Vous savez que c'est une maladie très importante et il faut absolument arriver à l'éradiquer, pas seulement en Côte d'Ivoire mais de façon globale. J'ai également invité le président de la République à venir visiter la FAO à son siège à Rome et il m'a confirmé qu'il allait considérer la première opportunité pour le faire. L'OIE, l'Organisation mondiale de la santé animale, compte elle aussi apporter son appui à la Côte d'Ivoire pour le développement de sa production animale. Son directeur général, Bernard Vallée, qui vient de participer à la conférence mondiale sur le contrôle et l'éradication de la peste des petits ruminants qui vient de se tenir du 31 mars au 2 avril ici à Abidjan, a exprimé au président de la République ses félicitations pour le succès de cette réunion d'Abidjan. Cette conférence mondiale a lancé la campagne mondiale d'éradication. Elle a adopté les méthodes scientifiques pour le faire. Et tous les partenaires financiers au développement qui étaient là également ont exprimé leur appui. Donc c'est un grand succès et on s'en félicite. On a également évoqué le potentiel de la Côte d'Ivoire pour les productions animales et halieutiques et les déficits actuels d'approvisionnement et donc l'intérêt majeur de développer ces productions dans ce pays. Et notre organisation, bien entendu, souhaite accompagner la Côte d'Ivoire. C'est dans notre mandat. Nous avons des ressources destinées à cela. Et donc, j'ai confirmé tout notre appui à la Côte d'Ivoire pour lancer des programmes, notamment l'analyse de la conformité de la Côte d'Ivoire aux normes internationales de qualité des services vétérinaires, des laboratoires, la santé des animaux aquatiques destinés à l'aquaculture. Et donc nous allons renforcer cette coopération et nous espérons que ça portera rapidement ses fruits. L'Organisation mondiale de la santé animale est une organisation intergouvernementale chargée d'améliorer la santé animale dans le monde. Elle a été créée par un accord international datant du 25 janvier 1924 sous le nom d'Office international des épizooties, en abrégé OIE. Elle compte 180 pays membres. Son siège est à Paris. 150 chefs ouais dans le centre du pays à l'occasion de la célébration de la Pâque, des chefs traditionnels qui vont échanger avec leurs homologues du Grand Centre en vue de renforcer la cohésion et établir un cadre de concertation, une idée du Conseil régional du Bélier. C'est en tout cas ce que nous dit Franck Quadio.
Ambiance de Pâques à Toumoudi, gare pleine de voyageurs à destination des différents villages de la région. Des activités récréatives, du cross en l'occurrence, une initiative du conseil régional qui pour la deuxième édition de Paquinou dans le Bélier entend occuper sainement ceux qui restent en ville, mais surtout renforcer partout les initiatives de développement et la cohésion. Nous avons invité nos frères du Nord, la Bagoué, qui sont venus vivre avec nous la Paquinou. Cette année, ce sont nos frères et sœurs du Grand Ouest. Des paroles et des actes pour le démontrer. Un tour à la sous-préfecture, en plein centre de la Côte d'Ivoire, un pays baoulé, plus de 150 chefs Oué et dents venus du Tonkpi, du Guémon et du Cavali dans l'ouest de la Côte d'Ivoire, avec tout l'arsenal culturel. L'action n'est pas anodine. Dans les forêts de l'ouest ivoirien, plusieurs travailleurs venus du centre. Cette invitation est donc pour décrisper les éventuelles tensions, mais surtout prôner la cohésion. Et cette invitation du Premier ministre arrive à l'heure, au moment où quelques déchirures traversent la Côte d'Ivoire. C'est tout à fait normal que nous nous retrouvions ici pour colmater les brèches. C'est pour montrer à l'opinion publique que le peuple baoulé et le peuple Dan Yakuba de la région du Tonkpi sont deux peuples qui collaborent. Cette alliance qui va permettre à ces deux peuples de cohabiter pacifiquement. Et je crois que la Côte d'Ivoire qui va en tirer de gros bénéfices. Là où il y a la paix, il y a le développement. Que cela ne s'arrête pas au niveau des Baoulés, que toutes les populations ivoiriennes s'accordent. Il faudrait que cela se passe aussi à Korogo, à Odiéné, à Bouna. Pour cette deuxième édition de Paquinou dans le Bélier, la cohésion, mais surtout la protection de l'environnement pour un développement durable occupe une place de choix. Le plan Maroc vert est une référence au Sahara 2015. Cette politique agricole a retenu l'attention de notre reporter Noël Nyagno qui s'est penché sur le label Produits du terroir, la maîtrise de l'eau et l'attractivité des jeunes à la chose agricole. Là, c'est le Maroc, dans son expression culturelle doublée de celle de son agriculture. C'était du 21 février au 1er mars au Salon international de l'agriculture de Paris. Un mois plus tard, à Abidjan, le Maroc est encore là. Invité d'honneur du Sahara, Salon de l'agriculture et des ressources animales d'Abidjan, pour donner de la visibilité à sa culture et à son agriculture à travers ses produits labellisés, produits du terroir. Le produit terroir, donc c'est un produit qui est produit dans un territoire délimité spécifique. Et qui est issu d'un savoir-faire ancestral de la part de cette population qui vit dans ce territoire délimité. Donc on peut trouver différents types de produits de terroir, des appellations à ces produits, donc tout ce qui est relatif au label. Comme on le voit, plus de 200 produits sont concernés, avec une vingtaine porte-étendards de ces produits, tels le safran et l'huile d'argan. Tout cela fruit du labeur des agriculteurs marocains porté par la politique agricole baptisée Maroc vert. Une politique qui s'est donné les moyens d'apprivoiser l'eau et d'intéresser les jeunes à la chose agricole. L'économie de l'eau, c'est une superficie de plus de 550 000 hectares. Et l'économie de l'eau, ça se décline comment sur le terrain? Ça se décline par la reconversion de l'irrigation gravitaire en irrigation localisée, ce qui permet d'économiser plus de 30 à 40% d'eau et bien sûr une meilleure production. Le programme d'apprentissage des fils des agriculteurs, qui est un programme très ambitieux, qui a été lancé par le gouvernement et mis en place par le ministère de l'Agriculture et qui vise à renouveler les générations dans le monde rural et à former les fils d'agriculteurs pour qu'ils puissent prendre en charge les exploitations agricoles. Le reflet de la politique du Maroc, le PNIA, Programme national d'investissement agricole 2012-2016, avec comme résultat déjà la création d'emplois, plus de 600 000, et le doublement des cultures de rente et du vivrier. Allons à la découverte des stands du Sahara où 800 exposants sont attendus, des exposants qui ont plusieurs attentes.
Un tour au salon de l'agriculture et des ressources animales d'Abidjan Sahara et vous trouvez un peu de tout. Des produits vivriers, du matériel industriel, en passant par les entreprises nationales et internationales, des partenaires au développement et des opérateurs économiques. On a envoyé des pré-nettoyeurs, des épirets, des décortiqueuses, des calibraires et puis des paisances sacheuses. Dans ce cas, une fois que le riz est pris par la machine, on ne met plus la main dedans jusqu'à l'ensachage. On les attend pour qu'ils puissent faire l'effort pour pouvoir acquérir le maximum de matériel agricole, pour moins se fatiguer. À côté des hommes d'affaires, des agriculteurs à la recherche de partenaires. Nous sommes là en ce moment au Sahara pour trouver des partenaires qui vont nous aider à avoir des semences de qualité pour augmenter notre production et surtout nous aider à transformer nos produits et à les commercialiser. Le Sahara 2015, c'est aussi l'exposition d'une variété d'animaux locaux et étrangers. On a vu des Montbéliards, des Holstein, on a vu également des limousines qui sont arrivées de France. Déjà, c'est un grand acquis de savoir que le salon de Paris a été transposé au niveau de la Côte d'Ivoire. Nous avons aussi la participation de beaucoup de pays. Des visiteurs impressionnés par la masse des animaux, des jeunes diplômés cherchant à nouer des contacts pouvant déboucher sur des emplois. Le Sahara 2015 court jusqu'au 12 avril prochain. Les petits producteurs des secteurs vivriers et des cultures pérennes rencontrent de nombreuses difficultés et ils se retrouvent bien souvent seuls face à ces problèmes. Le Sahara est donc une occasion pour ces producteurs de se faire entendre. Jean-Luc Gbangbo les a rencontrés. Ernest Danko, à peine sorti de l'adolescence, a trouvé sa voie. Depuis 2 ans, il s'est investi dans le vivrier. C'est à la périphérie de Dabou qu'il a installé sa ferme de culture maraîchère d'environ 1 hectare. Une activité qui nourrit son homme, selon le jeune homme, malgré les difficultés qu'elle renferme. Le maraîcher est vraiment plus rentable par rapport aux activités que j'avais dans le temps passé. On peut faire en moyenne 15 et en maximum 20 à 22 sacs de 50 kilos. Voilà, ce qui arrive à approvisionner le marché de Dabou en aubergine et souvent même nous envoyons aussi sur Abidjan. Si Ernest Danko peut se targuer d'approvisionner le marché de Dabou et d'Abidjan, Soro Sanga et Dion Simon, tous deux riziculteurs, produisent pour nourrir les familles et subvenir à leurs besoins. Ça me permet déjà de nourrir ma famille et de souvenir déjà mes petits besoins. Je pense que déjà ça, c'est déjà le minimum. Ça arrive tout justement à ce que j'ai donné manger à mes enfants, puisqu'il n'y a pas les matériels pour travailler. On se débrouille avec la machette, avec la daba. Donc on n'arrive pas à faire le grand champ pour lui, qu'on va prendre aussi pour vendre. Qu'ils produisent pour leur propre consommation ou pour approvisionner les marchés du vivrier, ces petits agriculteurs vivent les mêmes difficultés. Ils sont encore à l'ère de la machette et de la daba. C'est vraiment un gros problème pour nous. Nous avons besoin de systèmes d'irrigation, ce qui est vraiment difficile pour avoir à cause des moyens. Avec la mer, ça nous fatigue. Moi, par exemple, cette année, mon mari n'était pas là. Il vient d'arriver. Tout le coin que vous voyez là, c'est moi j'ai pris la machette pour faire avec la daba. Donc, quand c'est comme ça fatigue. Pour ces petits producteurs, le salut ne peut venir que de l'État et des pouvoirs publics. C'est pourquoi ils placent un grand espoir dans la tenue du Salon de l'agriculture et des ressources animales d'Abidjan, Sahara. On attend que les gens vraiment pensent à nous, qui n'organisent pas seulement des grands trucs comme ça pour ceux qui ont les moyens et être seulement là-bas à Abidjan, qui pensent à nous qui sommes sur le terrain. Nous, on veut vraiment qu'on ait des machines pour pouvoir vraiment rendre le Sahara plus grand. Outre le déficit de moyens, de formation et d'encadrement, les petits producteurs doivent faire face aujourd'hui à la rareté des terres cultivables. Autant de difficultés pour lesquelles ils espèrent voir des solutions surgir au thème du Sahara. Les pays africains producteurs de pétrole prônent une baisse de la production face à la chute des cours. Ils entendent ainsi stabiliser les cours sur le marché mondial dont la chute impacte négativement leur économie. Pour y arriver, les ministres des 18 pays membres de l'Association des producteurs du pétrole africain ont dans une déclaration finale soutenu la création d'une plateforme. Le reportage de Francis Boifo. La chute des cours du pétrole brut met à mal
les économies des pays producteurs membres et non membres de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole, OPEP. Le Conseil des ministres de l'Association des producteurs de pétrole africains, APA, fait remarquer que cette situation aura des impacts sociaux si elle devait se poursuivre encore longtemps. C'est pourquoi le Conseil des ministres a soutenu la présentation de l'Algérie et de l'Angola en vue de créer une plateforme d'engagement au niveau mondial des pays producteurs membres et non membres de l'OPEP, de réduire la production pétrolière et de stabiliser le marché pétrolier. Le Conseil a également exhorté les pays membres de l'APA à adhérer à cette initiative. Des réflexions d'Abidjan l'on note la nécessité de relancer les activités de l'Institut africain du pétrole, la réalisation d'études sur l'évaluation de la réforme de l'APA sous l'égide d'un comité ministériel et l'adoption du projet de construction du siège de l'APA à Brazzaville. 15 milliards de francs CFA pour l'autonomisation de la femme en Côte d'Ivoire, un accord de financement signé entre le directeur des opérations de la Banque mondiale et la ministre chargée de l'économie et des finances à Kabagnali. On en sait plus avec Jean-Louis Bangbo. 10 milliards de francs CFA sous forme de crédit et 5 milliards sous forme de dons, soit au total 15 milliards de francs CFA. C'est la contribution de la Banque mondiale à la mise en œuvre du projet régional intitulé « Autonomisation des femmes et dividendes démographiques au Sahel ». Cet appui financier vient en soutien à deux groupes que sont les jeunes et les femmes. En accompagnant les femmes et les jeunes, mon institution marque de nouveau sa volonté à accompagner toute la Côte d'Ivoire à valoriser davantage son capital humain pour en faire un vecteur de croissance durable et de développement et à lutter contre tous les facteurs de vulnérabilité et de fragilité. La Côte d'Ivoire a déjà effectué d'importants efforts dans le sens d'une transition démographique qui devrait inscrire sa croissance économique dans une dynamique de meilleur partage des richesses. Cependant, beaucoup reste encore à faire selon la ministre Nialé Kaba. La situation de l'emploi des jeunes en général reste un problème à résoudre, car ceux-ci représentent 80% des chômeurs pour lesquels, une fois encore, la femme reste la cible la plus fragilisée, engendrant ainsi un lit durable pour les violences de toutes sortes faites aux femmes. Le projet régional pour l'autonomisation des femmes et le dividende démographique rassemble 6 pays du Sahel. Le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, le Mali, la Mauritanie, le Tchad et le Niger. Parlons toujours des femmes pour parler des femmes du Ourodougou qui parlent développement et cohésion sociale pour le lancement de leurs activités. Elles témoignent aussi leur soutien au président Ouattara pour les prochaines échéances électorales. Hamza Diaby. Ce samedi était jour de rencontre des femmes du Ourodougou, lieu choisi, Abidjan, Cocody. Au menu, convivialité, chant, danse pour lancer leurs activités, mais également pour affirmer leur soutien à l'appel de Daoukro et aux actions du chef de l'État, le président Alassane Ouattara. Il nous faut avoir toujours à l'esprit que seul le pardon, le don de soi, l'acceptation de l'autre, l'engagement de tous peut nous aider à construire notre région et tentons à apporter notre pierre à l'édification d'une Côte d'Ivoire émergente. Conscient des défis majeurs à relever en cette période de vie de notre pays, de l'importance de notre rôle dans la société ivoirienne, nous femmes du Ourodougou, cadres de l'administration publique, du privé, commerçants, entrepreneurs, femmes de métier de l'artisanat, femmes des villes, femmes rurales, avons décidé de nous mobiliser pour le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara. Pour ce rendez-vous, les femmes avaient à leur côté plusieurs cadres de la région, des personnalités qui ont souhaité la cohésion et l'entente entre elles-mêmes, fils et filles de la région, pour un Ourodougou fort et développé. Si celui-là est uni, celui-là sera fort, celui-là ira très loin, celui-là pèsera encore lourd et très lourd dans le paysage politique social de Côte d'Ivoire. Voilà donc la bénédiction que je demande à nos mamans. Ahmed Bakayoko, ministre d'État, ministre de l'Intérieur, et Amadou Soumaoro, secrétaire général par intérim du RDR, tous deux originaires de la région, ont fait don de plusieurs millions de francs CFA pour le financement d'activités génératrices de revenus en faveur des femmes du Ourodougou.
Réconciliation et remise de clés du siège du RDR réhabilité à Koumassi. Le conseil départemental du RDR de cette commune a organisé cette double cérémonie aujourd'hui à la place à Inch'Allah. Marie-Laure Manissé et Hamza Diaby. Abidjan, Koumassi, place Inch'Allah ce samedi. L'heure était à la réconciliation et à l'inauguration du QG du RDR, fraîchement réhabilité. Pour l'occasion, 170 coordinations se sont mobilisées avec pour objectif principal l'entente entre les militants RDR de Koumassi, autrefois divisés. Mon mot, c'est d'abord un mot de remerciement à toute la population de Koumassi qui a accepté de taire les querelles intestines, malheureusement, qui nous ont divisés. Pour le secrétaire départemental du RDR, ce qui reste à faire, c'est s'unir et dialoguer. Kone Siriki a aussi invité les mécontents à revenir à la maison. Un appel appuyé par Guillaume Kegbafori Soro, président de l'Assemblée nationale et parrain de la cérémonie. Il m'a chargé, parce que je venais ici à Koumassi, de dire aux militants, à chacune et à chacun de vous, que la tâche de la gestion de l'État est une tâche certes passionnante, mais lourde. Ne croyez pas un seul instant qu'il vous oublie. Ne croyez pas un seul instant qu'il ne pense à vous. Il m'a dit, Guillaume, vas-y, quand ils te verront, ils m'auront vu. Occasion pour Guillaume Soro de réaffirmer son adhésion au Rassemblement des Républicains. Parce que la Côte d'Ivoire a renoué avec la paix, je reprends ma place au sein du RDR. Unité, mobilisation, fort taux de participation à la prochaine présidentielle et réélection d'Alassane Ouattara. Voilà les messages forts de ce meeting. Rentrée solennelle de la chefferie villageoise de Tchedjelé dans la région d'Ugo. La chefferie en a profité pour faire le bilan de sa gestion sur les 10 dernières années. Albert Mabri Touakeus, présent à la cérémonie, prône la réconciliation. Le reportage de Alexis Ouedraogo. Le village de Tchedjelé se situe à Gagnoa. Dans son programme de gouvernance, son chifi, Glizier Lambert, allie à la fois entretien d'un climat social apaisé et transparence. Il a d'ailleurs mis en place un comité chargé de régler les litiges entre villageois, un cadre permanent de concertation regroupant les cadres et la chefferie traditionnelle. Le bilan de la gestion des administrés pour l'exercice 2010-2014 indique que le village souffre d'un manque d'infrastructures pour lui permettre d'amorcer son développement. Ce message a été porté au ministre d'État, ministre du Plan et du Développement, Albert Mabri Touakeus, parrain de la rentrée officielle de la chefferie traditionnelle du village. Il a promis relayer ce message au président de la République. Le président Alassane Ouattara est au travail et il m'a dit de vous dire que personne ne sera oublié dans le partage des gains communs que nous avons réalisés ensemble. Et je veillerai à ce que la région de l'Ouest, Gagnoa en particulier, ne soit pas oubliée. Le ministre d'État, ministre du Plan et du Développement, a été fait chef honoraire du village de Tchedjelé. Il a été baptisé Chifi Bouamadou. Notons que plusieurs rois et chefs traditionnels, dont ceux de la région du Tonkri, ont pris part à cette cérémonie. Pricro a mal à ses infrastructures. La population de ce département, situé dans la région de Lifou, a entrepris des travaux dans la ville pour donner un nouveau visage à cette ville agricole. Gros plan sur Pricro avec Chantal Ouma Akanda. Pricro, situé dans la région de Lifou, est érigé en département depuis 2005. À 320 km d'Abidjan et à 72 km de Daoukro, Pricro compte plus de 70 000 habitants avec 5 sous-préfectures dont celle de Anianou non fonctionnelle. La population de Pricro est constituée de l'ethnie Ano ou les Anofoués. Plusieurs autres communautés y vivent en parfaite harmonie avec les autochtones. Avant de devenir les agriculteurs cultivateurs qu'ils sont aujourd'hui, les Anofoués furent successivement guerriers et chercheurs d'or. Ce département fait partie de l'ancienne boucle du cacao, donc une zone fortement agricole. On y trouve des cultures vivrières comme la banane plantain,
le riz, l'igname, l'arachide, le manioc, et des cultures de rente, le cacao, l'EVA et l'anacarde, dont la production annuelle s'élève entre 2000 et 4000 tonnes. Pricro souffre d'un manque d'infrastructures. Les travailleurs se logent difficilement. Les infrastructures hôtelières sont quasi inexistantes. Le téléphone fixe ne marche pas. Pricro n'a pas de station d'essence. L'hôpital général est en chantier. Le département compte un lycée privé, un collège moderne et 6 écoles primaires. Pricro rencontre des problèmes d'électricité et d'adduction d'eau dans les villages. À la faveur de la visite du chef de l'État dans la région de Lifou, en septembre 2014, des travaux de bitumage des artères principales ont été entrepris et se poursuivent encore. Mener des actions sociales et développer des activités socio-éducatives en vue de renforcer la fraternité et la cohésion entre civils et militaires, c'est le but visé par la caravane de la paix de l'état-major des FRC et l'ONUCI, c'est de force a été à Daloa, à Boussanogo aussi. Promouvoir la réconciliation nationale et la cohésion sociale, renforcer les liens armées-nation. Ce sont les objectifs majeurs de la caravane initiée à Daloa par les forces républicaines de Côte d'Ivoire, avec l'appui de l'ONUCI, l'opération des Nations Unies en Côte d'Ivoire et le parrainage de Maître Kossougro Seri Émile. Des activités pour consolider l'unité entre civils et militaires ont été menées 3 jours durant. La distribution d'eau potable par l'ONUCI dans plusieurs quartiers a été une des articulations de cette caravane qui a déjà sillonné 22 localités de la Côte d'Ivoire. Nos frères d'armes de la Côte d'Ivoire nous ont sollicités parce que ça participe à la cohésion nationale. Le sport, facteur de rapprochement, était à l'honneur à travers un tournoi de Maracana remporté par les civils du Maracana Club de Daloa. Le sport est un facteur de rassemblement, donc nous pensons qu'avec ce module, nous pouvons rassembler et nous pouvons aller vers la population pour effacer cette méfiance entre nous et elle et vraiment prôner la cohésion sociale. Pour le parrain, ces journées vont davantage installer la confiance. Nous avons ici le 2e bataillon des Côtes d'Ivoire. Nous avons une légion militaire. Nous avons une région de gendarmerie, nous avons une préfecture de police, nous avons une école de gendarmerie à Daloa, à Torobie. Et je vous dis que c'est une véritable satisfaction pour nous de constater que les hommes en armes, qui d'habitude sont au devant des hostilités, se mettent ensemble pour cultiver la paix. Donc ça donne une satisfaction morale, physique pour nous de constater que l'homme détenu lui-même œuvre pour le retour de la paix. Maître Kossougro Seri Émile a promis poursuivre ses actions dans la droite ligne de la vision du chef de l'État, Alassane Ouattara, c'est-à-dire favoriser le vivre ensemble en Côte d'Ivoire. Et puis le président Kenyatta déclare 3 jours de deuil national au Kenya, 48 heures après l'attaque de l'université de Garissa. Uhuru Kenyatta a assuré que le gouvernement ferait tout son possible pour soutenir les victimes et leurs familles et que tous les responsables et complices de cette attaque seront traduits en justice. Fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Rendez-vous demain, même heure.